Louise Avon, je crois, a demandé la parole. Oui, merci. J'avais une question plutôt sur la première partie du débat. Je ne connais pas du tout le Nigeria, sauf parce que j'en lis dans les médias. Mais j'avais quand même une question sur Boko Haram, son extension et sa capacité militaire. Je veux bien que ce soit une secte uniquement nigériane, mais enfin les armes ne poussent pas dans les champs du nord du Nigeria. Donc comment se procure-t-il des armes? Avec quel argent? Quels sont les circuits? Moi j'ai un peu de mal à croire qu'il n'y a aucun circuit international qui n'alimente ça. Ma deuxième question, elle est sur un peu à M. Viguier, puis à partir du sommet qu'il y a eu, qui je trouve a été une excellente initiative de la France, mais quels sont les moyens de pression qu'on a sur les autorités nigérianes pour faire en sorte que les autorités nigérianes prennent des initiatives de développement ou d'action humanitaire dans le nord du pays? Parce qu'on peut regretter que les ONG européennes n'aillent pas saupoudrer le nord du Nigeria. Mais enfin, je pense que le Nigeria a tout à fait les moyens et d'investir, et d'emprunter, et de financer ce qu'il faut. Donc, je comprends que des donateurs extérieurs soient pas très chauds à l'idée d'aller mettre de l'argent dans un pays qui est beaucoup plus riche qu'eux. Merci. Alors, la première question, peut-être une réponse de Zoran Jovovic. Alors, je préférais prendre la deuxième, madame. Alors, la deuxième. Je suis totalement en désaccord avec vous, madame. Ça veut dire que si des autorités d'un pays X ou Y ne rendent pas les services de base, il faut punir la population une deuxième fois? Non, non. Mais finalement, si maintenant, on va dire le Nigeria est un pays riche, ce qui est vrai, madame, le Nigeria est un pays riche d'une manière obscène. Et c'est bien là le problème. Si maintenant le raisonnement c'est de dire le Nigeria, dans un monde idéal où les gens arrêteraient de piquer dans la caisse, passez-moi l'expression, pourrait venir en aide à sa population, je crois que c'est une vue de l'esprit. Voilà. Alors justement, dans le cadre de la conférence de Paris. Le problème, madame, c'est que... Tout à fait, madame. Et ça, c'est une question qu'on peut poser depuis la naissance de l'État nigérian. Non, on aurait pu la poser à l'époque de la guerre civile, madame. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours beaucoup de peine à rentrer dans le raisonnement que si un gouvernement est riche, il n'y a pas de besoin pour sa population. Non, malheureusement, il y en a beaucoup. Merci. Alors... Non, je voudrais rajouter quelque chose parce qu'effectivement, une question importante, délicate, et je ne pense pas qu'il faille la traiter sur un mode trop la controverse. Bien évidemment, la richesse d'un gouvernement ne signifie pas la prospérité pour l'ensemble, la richesse d'un pays, et même d'ailleurs la démocratie d'une certaine manière dans ce pays ne signifie pas la richesse pour tous. Il y a par exemple 40 millions ou 30 millions d'Américains qui sont en dehors du système de soins. Mais d'une certaine manière, si on suit votre raisonnement, ça veut dire que vous, nous, le CICR, MSF, qui n'agissons pas, bon, surtout nous, parce que ce ne serait pas votre boulot à vous, mais nous punissons les Américains qui sont hors du système de soins de la politique qui est la leur. Il se trouve que nous avons une sorte de tropisme qui nous attire vers des populations qui sont anciennement colonisées. C'est là que, par définition, l'aide doit se rendre. Quand il y a eu l'ouragan Katrina, les autorités américaines étaient manifestement incapables de réagir. Or, l'aide internationale était malvenue. Elle était considérée comme insultante pour le gouvernement. Elle semble aller de soi. Et d'une certaine manière, là aussi, je me retourne vers la personne qui a posé cette question, faire pression sur le gouvernement nigérian, mais de quel droit? Du droit du bailleur de fonds? Alors à ce moment-là, il faut en effet pouvoir être capable de retenir. On dit, bon oui, on vous donne des fonds à condition que vous preniez telle ou telle mesure. C'est après tout la relation entre un banquier et un client. Mais est-ce que l'aide au développement et l'aide à des pays du Sud est une sorte de
Réserve naturelle, est-ce que ça va de soi? Est-ce que 40 ans après les indépendances, il est normal que des organisations fassent campagne pour qu'on atteigne enfin le 1% pour le développement tel qu'il avait été prévu? Pourquoi? Moi, ça ne me paraît pas du tout évident. Je pense qu'il est temps de questionner ce genre de choses. Le problème, et je termine là-dessus après avoir un peu plus embrouillé les cartes, c'est que de toute façon, on n'a aucun levier. Qu'on arrête ou pas, ça ne changera absolument rien. Ça n'est pas de l'extérieur que ça peut venir, sous la forme d'une incitation, sous la forme d'une récompense, sous la forme d'une punition. Tout ça est du pareil au même. Ce sont des actes symboliques qui ne sont pas dépourvus de signification en tant qu'acte symbolique, mais qui n'ont aucune portée réelle sur le développement. Le développement du Nigeria n'est pas l'affaire de François Hollande, ni de nous ici. Nous n'y pouvons absolument rien. Telle est, je pense, la réalité à laquelle il faut se confronter. Alors maintenant, on va avoir la réponse diplomatique, quand même, puisque la question a été adressée à Laurent Viguier. Alors, diplomatiquement, merci. Que répond-on? Moi, ce que je voudrais souligner, le point sur lequel je voudrais attirer votre attention collective, et peut-être pour une réaction d'ailleurs, c'est qu'à ma connaissance, le sommet de Paris, qui n'a pas tout changé du jour au lendemain au Nigeria, bien évidemment, et il aurait été malvenu qu'on l'imagine, le sommet de Paris est la première fois que le président nigérian a signé un papier où il était dit il y a un problème de développement dans le nord-est du pays, et qu'il y avait cette reconnaissance officielle de la problématique, qu'il y avait cette reconnaissance devant ses pairs, parce que je pense qu'il était encore plus important que les présidents des pays voisins soient là, que ce soit plus encore que la présence du président français, qui n'était là qu'en tant qu'hôte. Là, ce qui était important, c'est que Goodluck Jonathan, devant ses voisins, disait oui, nous avons un problème de sécurité, nous avons un problème avec une insurrection, et nous avons un problème de développement dans cette zone, et nous nous préoccupons de ce problème. Alors évidemment, c'est une contrainte qui n'est que politique. Il n'y a pas de... et c'est de la contrainte acceptée, parce que c'est la seule qui puisse marcher. Effectivement, c'est pas la France, c'est pas même les États-Unis qui vont aller dire au Nigeria en lui mettant un pistolet sur la tempe, vous ferez ci ou vous ferez ça. Le Nigeria est bien au-delà de tout ça. C'est un pays continent de 170 millions d'habitants, on l'a dit, 500 milliards de dollars de PIB. Alors ça peut marcher mieux, malheureusement, avec des petits États insulaires avec des gros problèmes de développement, mais c'est de toute façon pas la bonne méthode, et je crois qu'il faut effectivement être dans la modestie par rapport à ça, de dire il y a eu cette reconnaissance. Il y a derrière des problèmes, et on l'a dit, qui sont des problèmes du Nigeria, qui sont des problèmes structurels du Nigeria de répartition des richesses entre les différentes parties du pays, et qui sont des problèmes d'autant plus délicats que tout ça sous-tend un équilibre qui est structurellement fragile au Nigeria, cet équilibre entre les régions, entre les États. Et il y a un problème aussi de disparition des richesses, ou d'accaparement des richesses. Tout à l'heure, tu en parlais pour souligner que effectivement la corruption est un mal endémique au Nigeria, et qu'une bonne partie de l'argent qui a pu être déversé dans certaines régions a fini dans des poches d'individus et absolument pas dans le développement. Alors Priscilla et Marc-Antoine, il n'est pas interdit que vous répondiez à la seconde question de Louise Avon, qui vient d'être largement développée, mais n'oubliez pas aussi la première question. Voilà, qui est derrière l'armement, etc. etc. Priscilla. Donc juste en réaction sur le développement, rapidement, je pense que ça a déjà été abordé, deux éléments de problème, c'est que d'abord il y a un manque de volonté politique du gouvernement nigérien de développer le nord-est, parce que c'est une zone qui était complètement délaissée, abandonnée, parce qu'elle ne représente pas un enjeu économique aussi important que le sud de la Niger. Donc il y a déjà un manque de volonté politique pour développer cette région. Et quand bien même il y a une volonté politique, comme Olivier vient de le dire, il y a aussi le problème de la corruption qui fait que même en mettant des programmes de développement en place, l'argent ne vient pas forcément dans ces programmes-là. Si on fait le parallèle avec la solution militaire, qui est la solution qui a été adoptée, il y a une part importante du budget qui est allouée à la défense
force et pourtant on n'arrête pas de parler d'une armée qui est démoralisée, mal équipée, etc. Alors que le budget de la défense est quand même important, donc où va l'argent au final? Je pense que le même problème se présenterait pour les programmes de développement. Et s'agissant des armes de Boko Haram, ils se fournissent pas mal justement de cette corruption, avec pas mal de corruption au sein de l'armée, et donc des armes de l'armée qui vont aux mains de Boko Haram, des attaques, il y avait des attaques sur des postes de police, etc. Ils se sont aussi pas mal équipés comme ça. Il y a pas mal d'armes qui circulent dans la région à des prix relativement bas, donc ils n'ont pas besoin d'aide extérieure pour s'armer au Nigeria. Marc-Antoine. D'abord, sur la question de l'influence de la communauté internationale, je crois qu'il s'agisse de la France ou d'autre, elle est extrêmement faible. C'est typiquement pas le Malawi. Et puis le pourcentage du budget du gouvernement qui dépend de l'aide internationale est absolument négligeable. Donc il n'y a pas le levier économique qui permet de jouer au banquier, comme disait Ronnie. Et puis de toute façon, ça serait supposé aussi que le Natal contrôle son armée, si on va avoir une influence concrète sur le terrain, ce qui n'est pas le cas non plus. Il y a là des dysfonctionnements majeurs qui d'ailleurs me laissent à penser, puisqu'on voit très bien au coin la Cour pénale internationale, qu'on ne pourra pas accuser le gouvernement nigérian d'avoir mené une politique d'extermination vis-à-vis des Kanouris, parce que c'est plutôt du dysfonctionnement au quotidien. Nous, on a une base de données nigeriawatch.org qui fonctionne depuis 2006, donc même avant vraiment que la crise ne s'envenime en 2009 dans le Nord-Est, et même si vous faites abstraction de la crise de Boko Haram, nous, dans 2 tiers des cas où il y a des violences fatales qui provoquent des morts, où la police ou l'armée interviennent, la police et l'armée arrivent, tirent et tuent. Dans 2 tiers des cas. Excusez-moi, c'est plus de la bavure, là, c'est un système. Et ça en toute impunité. Donc ce qu'on pourrait accuser effectivement le gouvernement, c'est de ne pas être responsable et de ne pas chercher à modifier le comportement de ses forces armées, mais s'il en a la capacité, je ne suis pas vraiment convaincu. Donc là, sur la capacité d'influence, que ce soit celle des Américains ou des Français ou d'autres, je crois que malheureusement, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Après, sur la question des armes, dans la grande mise en récit terroriste de Boko Haram, qui est aussi, ce n'est pas qu'une secte, je ne dis pas que c'est une secte, je dis que c'est une secte et un mouvement terroriste, mais ce n'est pas qu'un mouvement terroriste, en revanche, c'est important de bien le noter. Mais les armes, elles viennent essentiellement de l'armée nigériane. Il y a une instrumentalisation. Donc aujourd'hui, le discours, c'est dire mais c'est pas possible. Boko Haram ne pourrait pas démarquer des points sur le plan militaire comme ils le font s'il n'y avait pas derrière des soutiens extérieurs. Donc on dit ah bah c'est la crise de Libye, il ne fallait pas intervenir en Libye en 2011 parce que ça a provoqué un afflux d'armes. Donc Boko Haram serait né de cet afflux d'armes. Il y a une instrumentalisation politique. Je vois des opposants tchadiens sur des blogs en France qui disent regardez les vidéos de Chekao, il y a des armes qui viennent de l'armée du Tchad. C'est une SDJ qui finance Boko Haram. Bon, on a toutes sortes de spéculations qui ne sont absolument pas fondées, qui pointent aussi vers le Qatar, y compris de la part de certains membres à la retraite des services secrets français. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'ambassade du Qatar ne fait pas plus de procès en diffamation en France. Donc, très franchement, ce qu'on voit sur les vidéos de Chekao, ce sont des armes qui sont saisies à l'armée, qui ont pu être vendues par l'armée, parce que, effectivement, du fait de la corruption, et aussi du fait des rapports de force face à des troupes extrêmement démoralisées et coupées, encore une fois, de la population dont elles ne parlent pas les langues, il y a eu aussi, parfois, de l'extorsion de la part de Boko Haram, auprès de certains soldats, en disant si tu ne me donnes pas tes armes, je vais te tuer la prochaine fois que j'attaque la caserne, mais si en revanche tu me les donnes, je t'épargnerai. Il peut y avoir ça, il peut y avoir de la vente, il y a du trafic, et puis surtout, il ne faut pas oublier, depuis même l'attaque du premier poste de police à Kanama en novembre 2003, quand du coup les talibans qui allaient devenir les Boko Haram se sont saisis de l'arsenal de la police localement, ce sont essentiellement des saisies. C'est-à-dire que quand Boko Haram attaque, et on le sait sur l'affaire de Chiba, parmi tant d'autres, à ce moment-là, l'armée nigériane décampe, tu disais, ils sont même partis une semaine avant, alors que Amnesty International et d'autres l'ont dit, que l'armée savait qu'il allait y avoir cette attaque. Et parfois, quand ils partent vraiment dans la précipitation, ils laissent derrière eux armes et bagages. Il n'y a plus qu'à se servir. Je peux vous citer quantité d'histoires. Au Niger aussi, il y a tout un segment de l'armée nigériane qui a fui au Niger et qui a laissé derrière elle toutes les armes. Il n'y a qu'à se servir. En plus, on est dans une région où dans les années 60, 70, 80, vous avez tout le temps des guerres civiles au Tchad. Donc il y a énormément d'armes de contrebande qui sont plus ou moins bien entretenues, mais qui sont assez faciles à utiliser. Il n'y a pas besoin derrière de Libyens, post-Kadhafi ou de Qataris pour fournir en armes Boko Haram. Je crois que c'est important de le noter. Ce sont des armes locales. Et ça renvoie d'ailleurs à un autre problème qu'on retrouve souvent dans bien des insurrections africaines, c'est que les principaux contrebandiers d'armes en Afrique, ce sont les armées africaines elles-mêmes. Il convient quand même de le rappeler. Merci pour toutes ces précisions.